Alors, si vous comprenez bien ce grand bond en avant, Mao se dit qu'il a déjà commis une erreur dans son premier programme en s'inspirant de l'Union soviétique. Il comprend vraiment que pour lui c'est une erreur. Et ça, comprenez pourquoi. S'il le dit, c'est parce qu'entre-temps Staline est mort en 1953. Il est remplacé par Nikita Khrouchtchev qui arrive aux commandes. Et vous avez bien vu qu'en 1956, Khrouchtchev va dénoncer les crimes de Staline au 20e congrès du Parti communiste et en même temps propose la déstalinisation. Et ça n'a jamais plu à Mao. Il n'a jamais accepté la déstalinisation. Donc vous voyez qu'il n'est plus d'accord avec Khrouchtchev. Alors raison pour laquelle il va dire que en fait il s'est trompé en s'inspirant de la voie soviétique, que l'Union soviétique n'est pas un exemple à suivre. Alors qu'est-ce qu'il propose? La voie chinoise du développement. Ça veut dire quoi? Un modèle qui s'inspire des réalités de la Chine. Voilà ce qu'il veut maintenant. Parce qu'il a compris que le fait de copier le modèle soviétique a été une erreur, parce que tout simplement, il n'admet pas la politique de Khrouchtchev. Il dit maintenant qu'il va forger un modèle propre à la Chine. Et c'est ça qu'il appelle la voie chinoise du développement. Il dit maintenant, dans cette voie chinoise du développement, que la Chine doit faire un grand bond en avant. Voilà comment il le dit. Pour rattraper son retard économique et dépasser la plupart des pays qu'il va citer. Parmi les pays, il va citer la France, il va citer l'Angleterre, il va citer même l'URSS. Il dit que la Chine doit dépasser tous ces pays-là. Comment? En faisant un grand bond en avant. Il nous dit plus vite, plus mieux. Voilà sa philosophie. Maintenant, je l'ai dit, dans chaque modèle, il y a ce que j'appelle le fondement du modèle. Il faut comprendre en fait quels sont les fondements du grand bond en avant. Alors, Mao part d'une hypothèse. L'hypothèse selon laquelle la Chine a un potentiel. Son potentiel, c'est en fait ce qu'il appelle le capital humain. Les millions de Chinois, la Chine est le pays le plus peuplé au monde. Donc il dit que la Chine doit compter sur ces millions d'hommes que lui appelle le capital humain pour tenir sur ces deux jambes. Voilà ce qu'il dit. Car, dit-il, une bouche à nourrir, deux bras supplémentaires. Voilà sa philosophie. Donc il dit qu'une personne qui vient au monde arrive avec une bouche à nourrir et deux bras. L'un des bras pourra nourrir, le deuxième bras peut être un supplément. Donc il dit que la Chine doit compter sur sa grande population pour faire un grand bond en avant. Et pour cela, il va demander même aux Chinois de se multiplier, de faire encore des enfants. Et là, vous voyez qu'il s'oppose à Malthus. Parce que Malthus disait dans sa théorie qu'une bouche à nourrir, moins de possibilités de développement. Mao vient alors en contrario, c'est-à-dire qu'il vient s'opposer à cette théorie de Malthus pour dire quoi? Qu'une bouche à nourrir, c'est deux bras supplémentaires. Ça veut dire pour Mao, un homme est un facteur de développement économique. Donc il dit que la Chine doit vraiment compter sur ce potentiel humain qu'il appelle le capital humain pour tenir sur ces deux jambes et maintenant faire un grand bond en avant. Et dans ce grand bond en avant maintenant, il va rattraper son retard avec le modèle soviétique et dépasser du coup les autres pays. Et quand il dit les autres pays maintenant, il cite les pays capitalistes, parmi lesquels l'Angleterre, la France et même l'URSS, parce qu'il dit que l'Union soviétique n'est plus un exemple à suivre. Et ça, vous comprenez pourquoi je l'ai évoqué. Staline est mort en 1953. Et le nouveau successeur de Staline ne s'entend plus avec Mao. Ça, il faut le comprendre comme ça. Et il dit que le communisme s'est déplacé de l'Union soviétique vers la Chine. Et que le vrai pays communiste, ce n'est plus maintenant l'URSS, mais c'est la Chine. Parce que n'oubliez pas qu'entre-temps, Khrouchtchev a proposé la coexistence pacifique. Et ça, Mao ne l'a jamais toléré. Il ne l'a jamais accepté. Parce que n'oubliez pas que c'est un fanatique de Staline. Il n'a jamais accepté cette déstalinisation-là. Alors, il va maintenant nous dire en fait comment réussir son grand bond en avant, ce que j'appelle les fondements. Alors, il nous dit maintenant, dans cette nouvelle politique, ou dans cette nouvelle vision, ce qu'il faut faire, il faut alterner
tradition et modernité. Il ne faut pas rejeter tout ce qui est ancien, il faut aussi prendre tout ce qui est moderne. Il faut mixer tradition et modernité. Nous sommes en train de voir les fondements. Donc, c'est son point de départ. Il dit que pour réussir, il faudra maintenant prendre un peu de tradition, un peu de modernité dans sa politique. Et maintenant, pour cela, il va rediviser la Chine en communes populaires. Et en tout, la Chine sera redivisée en 26 000 communes populaires. Et les communes populaires, c'est des subdivisions administratives, comme quand je dis communauté rurale, etc. Il va rediviser la Chine. De sorte que maintenant, chaque 4 000 familles vont constituer une commune populaire. Maintenant, c'est des communes populaires semi-autonomes où les gens vont s'autogérer. Il dit maintenant, dans ces communes populaires-là, alors tout devient collectif. Même les repas, à l'époque, deviennent des repas collectifs. On ne mange plus à la maison, on ne prépare plus à la maison. C'est à la place publique, dans les cantines, qu'on prépare. Vous voyez, il veut pousser la collectivisation à ses limites maximum. Alors il va créer ces communes populaires-là. Il dit maintenant qu'il faudra maintenant alors partager les biens. Et c'est ça qui sera en fait son échec. Parce que dans ces communes populaires-là, alors tout sera collectif. Même les champs deviennent des champs collectifs. Et maintenant, chaque année, les dirigeants vont donner des résultats pour dire que dans ma commune, j'ai récolté tant d'hectares. En fait, c'est des sortes de compétitions. Et réellement, ce n'était pas vrai. Parce que dans ces champs-là, ce qu'on remarquait, c'est que les gens n'allaient plus travailler. Parce que si vraiment le champ il est collectif, et que moi je suis certain que j'aille travailler ou pas, je vais manger, alors finalement ça a créé la paresse et le découragement. Comme quand je disais dans cette classe-là, que vous soyez présent ou pas, vous allez avoir le bac. Est-ce que vous allez venir à l'école? C'était ça le problème. En collectivisant ces biens-là, chacun se voyait, voilà, que ça ne m'appartenait pas, que je sois là ou pas, l'essentiel est que je vais manger, etc., etc. Voilà ce qui a créé le découragement et la paresse. Et au bout de quelques années, ce qu'on remarque, c'est vraiment ce qu'on appelle le fiasco. C'est-à-dire un échec lamentable à cause de ces communes populaires-là, à cause de la collectivisation des activités. Et résultat du grand bond en avant, un échec lamentable. Mais cette fois-ci, l'échec va engendrer une grande famine, la grande famine en Chine. Et cette famine-là, aujourd'hui, que les gens relatent, et qui, pour certains, a créé ce qu'on appelle le cannibalisme en Chine. Vous connaissez le cannibalisme? Quand l'homme mange la chair humaine. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien à manger. Les gens mangeaient des écorces d'arbres. Les gens mangeaient de la boue. Et les gens allaient jusqu'à échanger des enfants pour les consommer. Et vous pouvez regarder des documentaires sur YouTube. Vous mettez la grande famine en Chine. Vous allez avoir des vidéos. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, cette famine-là va entraîner au minimum 30 millions de morts. Les gens vont mourir de faim. Et malgré ça, on n'osait pas le réclamer. Et pendant cette période-là, en Chine, on va interdire ce qu'on appelle les avis de décès à la radio. Parce qu'on ne voulait pas que les gens qui viennent en Chine s'en aperçoivent. Alors c'est en fait, le fiasco, c'est l'hécatombe, c'est la disette partout en Chine. La famine s'installe. Alors, à l'époque, quand la famine s'installe, les gens avaient peur au départ de faire porter à Mao en fait l'échec. Raison pour laquelle on vous dira au début que le grand bond en avant a échoué à cause de ce qu'on appelle des aléas climatiques. Ils ont condamné la nature en parlant des inondations, en parlant de la sécheresse. Après on dit non, ce sont les labours qui sont profonds. On va condamner l'Union soviétique. Et finalement on va accuser des oiseaux qu'on appelle les moineaux. On dit ce sont les moineaux, ces petits oiseaux-là qui ont mangé les récoltes. Et on va initier une campagne contre les moineaux en Chine.
On va tuer tous les oiseaux qu'on appelle les moineaux. Et prenez votre portable, tapez la campagne des moineaux en Chine. Vous allez voir les camions remplis d'oiseaux. On les suivait jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus s'envoler et tomber. On les ramassait. Tout cela, c'était pour sauver Mao. On n'osait pas lui faire porter la responsabilité. Mais plus tard, les Shaoki aura le courage de vraiment dénoncer et de faire porter le chapeau à Mao. Et cette fois-ci, quand ça arrive, alors ils vont demander à Mao vraiment de